Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Acteur majeur du logement social en France, le groupe Polylogis innove pour construire plus de logements grâce à la surélévation et également la construction hors site. Pour en parler, je reçois avec grand plaisir Karine Julien-Elkaïm, qui est présidente du comité exécutif de Polylogis et présidente du directoire de Logirep. Bonjour Karine Julien-Elkaïm. Bonjour. Vous venez d'annoncer la création de Logis Rénop. C'est une nouvelle offre de service qui est dédiée à la surélévation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors en fait, Logis Rénop, c'est une idée qui est venue de notre expérience en fait dans le groupe. Alors le groupe, on a donc différentes activités, notamment bailleurs sociaux, promoteurs et aussi administration de biens et donc gestion de syndic. Et donc du fait des différentes demandes qu'on pouvait avoir, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'offres qu'on pouvait avoir sur la partie effectivement travaux, mais souvent c'était dissocié de la surélévation. Donc on a travaillé avec une structure qui s'appelle UpFactor. Notamment sur le patrimoine de Logirep. Et donc en fait, UpFactor, c'est une société qui fait toute la cartographie, qui a un outil en fait qui permet de faire très très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est vraiment en quelques minutes. Toute la cartographie en fait de surélévation d'une ville, d'un patrimoine, etc. Donc il travaille avec des bailleurs, il travaille avec des collectivités aujourd'hui. Et en travaillant avec lui, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'offres aussi et de demandes des copropriétés. Donc des copropriétaires qui justement se disaient que la surélévation pouvait peut-être leur permettre de pouvoir vendre des droits pour pouvoir payer ensuite les réhabilitations. Financer une rénovation globale. Exactement. Sauf qu'ils faisaient le début, c'est-à-dire toute l'étude, etc., le dépôt de permis de construire, et ensuite ils étaient un peu coincés pour trouver en fait des structures pour les aider à faire la réhabilitation en milieu occupé et faire la surélévation. Ce qui est une autre expertise. Et c'est une expertise qu'il y a dans le groupe Polylogis, puisque en tant que bailleur social, donc là, faire des travaux en milieu occupé, on en fait tout le temps. Et en tant que promoteur et aussi constructeur de logements sociaux, toute la partie effectivement construction neuve, c'est des sujets qu'on maîtrise aussi. D'où cette idée de Logis Rénop. Et donc Logis Rénop, c'est vraiment un produit qui est une offre qui est destinée aux copropriétés. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment une offre clé en main. C'est-à-dire de la surélévation, de la réflexion, le dépôt, tout le parti architectural, la partie réglementaire. Et ensuite, quand on a fait toute cette partie-là, on a le promoteur qui va rentrer dans le jeu pour pouvoir justement travailler sur la surélévation, vendre les droits à construire, et c'est ces droits à construire qui vont permettre aux copropriétaires justement de pouvoir payer la rénovation qu'on va faire en même temps que la surélévation. Voilà, donc Logis Rénop, c'est vraiment à destination des copropriétés pour avoir une offre clé en main du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la livraison des droits et de la réhabilitation. Et c'est vraiment, en fait, pour nous, une manière aussi, pour notre structure d'aménagement et d'administration de biens, de pouvoir offrir une prestation de service aux copropriétés. Mais en parallèle, UpFactor, qui a donc intégré le groupe en juillet, UpFactor va continuer à lui faire ses cartographies, etc., pour des bailleurs sociaux, pour des collectivités. Donc ça, c'est vraiment l'activité d'UpFactor. Mais Logis Rénop, c'est vraiment à destination des copropriétés, clé en main pour pouvoir faire la surélévation pour financer les travaux de réhabilitation énergétique. Et l'enjeu, en fait, c'est d'aller plus vite sur cette question de la surélévation pour produire plus de logements. Alors, c'est aller plus vite sur la surélévation pour avoir plus de logements, mais c'était au départ surtout de permettre à des copropriétés de faire les travaux de rénovation énergétique justement dans le cadre des obligations qu'on peut avoir, et notamment les EFG, puisqu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont dans ces copropriétés qui étaient justement bloqués pour pouvoir avoir un logement qui respectait la réglementation. Donc en fait, ça permet finalement de répondre à beaucoup d'enjeux en même temps. Voilà. Quelles sont vos ambitions maintenant au sein sur votre propre parc sur ce sujet de la surélévation ? Alors au niveau de Logirep, par exemple, on a fait donc une cartographie en 2024. On a à peu près 110 résidences qui pourraient être surélevées. Ce qui est important. Ce qui est important et qui fait à peu près 1700 logements. Au niveau du patrimoine des bailleurs, les études qui ont été faites par justement UpFactor, on serait plutôt sur 50 000
sur le territoire, donc c'est un nombre finalement important, mais au regard du volume aujourd'hui de logement social, c'est pas très important, mais compte tenu aujourd'hui de ces obligations de ZAN, 50 000 logements, c'est un nombre quand même intéressant. Et de la carence aussi. Exactement. Au niveau national. Exactement. On n'est plus à se dire, finalement, non, tout compte. Et c'est vrai que nous, on a commencé, là, on a déjà 2 opérations en fait, sur lesquelles on est en train de travailler sur la surélévation. Donc on a une opération où on est seul, où on est vraiment bailleur social seul, et on va créer 2 étages supplémentaires, donc à Colombes. Et donc on a travaillé avec la collectivité, etc. Et donc on va faire à peu près 20 logements de plus sur cet immeuble. Et à côté de ça, on a aussi des endroits où on est copropriétaire dans des copropriétés. Et à Paris, par exemple, on a une copropriété où on va faire, pareil, 20 logements de plus. Et ces logements, par contre, ils vont être proposés à l'accession et notamment via des BRS. Donc ça permet aussi d'avoir de la mixité. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et sur notre patrimoine, en fait, quand on commence à travailler, nous, sur des sujets de rénovation énergétique, on se pose en même temps la question de savoir si la résidence pourrait faire l'objet d'une surélévation, en fait, pour pouvoir le faire en même temps. Et notamment quand on travaille sur les toits, etc., les terrasses. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels la toiture, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'une surélévation est intéressante. Et donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on regarde, nous, des projets de réhabilitation, on commence à regarder la surélévation pour pouvoir mixer les deux. Voilà. Quelle conclusion tirez-vous de ces premières expériences ? Alors, même si c'est peut-être un peu tôt quand même, mais... Déjà, il y a un grand décalage entre le théorique et la pratique. Mais ça, dans la construction, c'est pareil. Hein. Dans la vie aussi. Voilà. Puis on a souvent des décalages entre le PLU et ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que effectivement, c'est des sujets qui sont très nouveaux. Oui. On est plus habitué à faire de la construction classique que de la surélévation. Surtout qu'on intervient en milieu occupé, donc c'est quand même quelque chose qui est pas évident. Donc pour l'instant. Il y en a quand même beaucoup qui regardent ça en disant on va voir comment ça se passe, mais c'est quand même pas simple. Oui. Aujourd'hui, dans le cadre du ZAN, ça fait vraiment partie des outils sur lesquels il faut travailler justement pour refaire la ville sur la ville. Il y a la rénovation urbaine, il y a la transformation des bureaux, mais la surélévation, ça en fait partie. Et nous, on croit vraiment à cette notion de surélévation parce que justement, depuis quelques années, on l'a regardé aussi dans nos différentes activités, aussi bien sur nos patrimoine de bailleur social, ou aussi dans le cadre de notre activité de gestion de syndic avec les copropriétés. Oui. Mais effectivement, les freins aujourd'hui qu'on a, c'est le fait que ça soit souvent des petites tailles. Parce que tout à l'heure, je parlais de 20 logements. On a des opérations, parce qu'on a une dizaine d'opérations en ce moment en cours au niveau du groupe, dans des copropriétés en particulier. Souvent, on est plutôt, on va dire, entre 5 et 20 logements. Les grosses opérations à 60 logements, on en a moins, mais on en a quand même quelques-unes. Et ça, c'est vrai que pour pas mal de promoteurs, c'est un frein parce qu'ils travaillent souvent sur des volumes un peu plus importants. Donc en fait, c'est des méthodes et des techniques un peu différentes. Et puis, un autre élément, c'est le coût. Oui. Parce qu'effectivement, les techniques sont différentes. On travaille plutôt souvent sur du hors-site, du modulaire, des choses comme ça. Et le coût aujourd'hui est quand même plus important que le coût de construction classique. En revanche, vous n'avez pas le coût du foncier. Oui. Donc finalement, l'un dans l'autre, on revient à un coût au mètre carré qui est à peu près équivalent. Et l'intérêt, c'est qu'on a un coût de mètre carré qui va équivalent, mais en même temps, on a aussi fait la réhabilitation du reste de l'immeuble. Donc ça, c'est un vrai intérêt, surtout aujourd'hui. À vivre cette transformation-là, vous n'avez pas l'impression de revenir à l'état d'esprit du fondateur du groupe ? Oui, effectivement, lui, il avait vraiment cet ancrage extrêmement important de construire, puisque l'idée... Avec un volontarisme. Tout à fait. Oui. Ça fait partie aussi de l'ADN, on va dire, du groupe. Je parlais de la rénovation urbaine tout à l'heure. On a travaillé beaucoup et on travaille beaucoup parce qu'on a beaucoup de projets en cours sur cette notion de rénovation urbaine sans l'ANRU. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir travailler sur l'existant pour continuer à le vivre et le faire développer et justement pouvoir faire en sorte de proposer des produits qui correspondent aux besoins d'aujourd'hui, mais en partant de l'existant. Or, quand on construisait dans les années 70, on n'était pas sur les mêmes problématiques environnementales en particulier. Et donc, c'est vrai que c'est une vraie volonté de notre part de continuer à s'inscrire dans l'histoire du groupe, mais aussi dans ce qui se passe autour de nous.
Et justement, ce qui se passe autour de vous, il est vrai qu'on ne parle pas encore beaucoup de la question de la surélévation sur le parc des bailleurs sociaux. Ce faisant, vous donnez l'exemple, vous ouvrez la voie. Alors oui, il y a d'autres bailleurs qui ont commencé à se poser la question aussi, parce qu'effectivement, quand on parle de ZAN, le ZAN, le fait de dire je construis sur et je travaille sur ce qui existe déjà, la surélévation, ça fait partie vraiment des sujets. Et donc il y a un certain nombre de bailleurs sociaux qui commencent à se poser la question, et il y en a déjà certains qui ont déjà travaillé sur ces sujets-là. Oui, mais vous êtes structuré pour aller plus loin. On s'est structuré notamment grâce à UpFactor, et puis on se structure aussi grâce aux outils du groupe, parce que comme on est un groupe avec différents métiers et différentes expertises, et ben le fait d'avoir tous ces expertises, ça nous permet justement de pouvoir avoir des prestations un peu différentes et mettre en place des choses d'une manière un peu différente à notre échelle. Voilà. Il me paraît aussi intéressant de relever la logique industrielle qui est derrière votre démarche. Oui, l'objectif, c'est de faire de l'industriel. Alors, l'industriel plus dans les modes constructifs, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on fait de la surélévation, on est sur une vingtaine de logements. De temps en temps, on a une opération à 60, mais c'est rarement plus important que ça. Mais c'est vrai que le côté industriel, c'est dans le volume du nombre de résidences pour pouvoir justement utiliser ce qui existe déjà dans la ville pour pouvoir proposer une offre complémentaire. Et puis la technologie aussi, le recours à cette technologie. Vous avez annoncé également que d'ici 2030, une opération sur 2 chez vous intégrera une part significative de solutions industrialisées, on a parlé, mais comme la construction hors site. Qu'est-ce qui vous guide maintenant sur ce plan spécifique ? Vos convictions, la réglementation ? Alors, la globalité de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment encadré dans un grand plan climat-biodiversité qu'on a lancé l'année dernière. Et notre objectif, c'était vraiment d'être acteur dans les évolutions sociétales, démographiques et environnementales. Et donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça rentre dans le cadre de ce grand projet qu'on a climat-biodiversité. Et quand je parlais tout à l'heure de la rénovation urbaine, c'est justement cette sobriété foncière. La surélévation, ça fait partie de cette sobriété foncière aussi. Et le hors-site, c'est la même chose, puisque dans le hors-site, on travaille différemment, et notamment sur les matériaux, etc. Et donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans ce cadre de pouvoir se mettre en adéquation avec l'environnement et ce qui se passe autour de nous. Voilà. Alors, sur la partie hors site, on avait fait un plan spécifique en se disant on voulait que d'ici 2030, il y ait la moitié de nos opérations, effectivement, qui est tout partie du hors site. Et donc, on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir l'atteindre, parce que il faut 5 ans pour construire une opération, donc il faut s'y mettre maintenant. Et donc, on a un peu planifié tout ça sur pas mal de sujets. Les grands thèmes sur lesquels on a travaillé et bien avancé, d'abord, c'était la formation. Parce qu'on ne construit pas une opération hors site comme on fait une construction classique. Non. Donc, ce qui voulait dire avoir des responsables d'opération qui soient formés hors site. Donc, on a déjà plus de 25% des collaborateurs qui ont déjà été certifiés. Donc, pour nous, ça, c'est extrêmement important, parce que c'est comme ça qu'on va continuer à faire ce déploiement de ce plan. Donc, on va continuer à former nos collaborateurs. On était les premiers, d'ailleurs, à faire ça et mettre vraiment un plan massif de formation. Ensuite, on a travaillé aussi sur tout ce qui était le sourcing, parce que ça, c'est extrêmement important aussi, parce que pour pouvoir faire du hors-site, il faut avoir des partenaires avec lesquels travailler sur leur site. Donc, on travaille sur le sourcing. Et notamment, là, on a lancé le premier appel d'offres, consultation sur les salles de bain, avec 3 types de typologies de salles de bain. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer ça sur toutes les constructions qu'on peut faire, c'est-à-dire aussi bien le logement social famille que dans les résidences. Souvent, c'est déjà le cas dans les résidences étudiantes, c'est déjà des salles de bain hors site, mais nous, l'objectif, c'est de le faire à plus grande masse. Et puis aussi la promotion classique. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui tourne autour du côté financier. Parce qu'on entend souvent que le hors site coûte plus cher. Donc, l'idée, nous, c'est d'avoir fait un observatoire et on regarde et on met en œuvre, en fait, les données de l'observatoire pour réussir à dire oui ou non, ça coûte plus cher, opération par opération, quand ça coûte plus cher. Est-ce que c'est lié à du hors-site ou est-ce que c'est lié à l'opération en elle-même ? Parce que souvent, les coûts et les hausses de coûts, elles ne sont pas forcément liées au mode constructif, mais plutôt à l'opération et l'environnement de l'opération. Donc ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on a bien avancé, puisque
on est en train de finir la phase de test. Et puis aussi sur la partie décisionnelle. C'est-à-dire que quand on a une opération, on décide de la faire hors site ou pas hors site. L'idée, c'était d'avoir que la direction ait des outils pour ça. Et on a mis en place un outil. Et cet outil, en fait, pareil, on est en train de le tester là, sur un certain nombre de nos sociétés. Et d'ici quelques semaines, on le mettra en œuvre opérationnelle pour décider quand on fait en comité d'investissement une opération, est-ce que c'est plus intéressant de la faire en hors-site ou pas hors-site ? Et si on fait hors-site, est-ce qu'on fait tout ou partie ? Voilà. Oui. En fait, ces nouvelles technologies, ces nouvelles manières de travailler poussent chacun à revoir les fondamentaux, revoir chaque point, tout réexaminer avec un regard nouveau, en fait. Oui. Ça, c'est passionnant. Oui. Mais alors, moi, je me posais aussi une question. Et comment est-ce que, en interne, on accompagne les équipes à ce changement aussi ? La première chose pour nous, ce qui était important, c'est de pouvoir les embarquer. Il fallait qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. D'où l'importance de cette formation et de cette certification. Parce qu'en fait, sans ça, on ne pouvait pas leur demander de mettre en œuvre, puisque de toute façon, ils ne maîtrisaient pas forcément les fondamentaux. Donc ça, c'est au niveau des collaborateurs terrain. Et puis, au niveau des décisionnaires, c'était important aussi d'avoir des outils pour pouvoir prendre ces décisions-là, parce que ce n'est pas forcément évident de savoir quelle typologie choisir. Et c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment essayé d'avoir tous les outils en interne pour pouvoir faire au fur et à mesure de plus en plus de hors-site, mais dans un environnement contraint comme on l'a à l'heure actuelle, et donc contraint notamment par les normes, mais aussi par l'impact financier. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes les différentes palettes du sujet pour pouvoir décider de faire ou pas une opération hors site. Et si vous deviez résumer en une phrase l'ambition de Polylogie pour les 10 prochaines années pour le logement, qu'est-ce que vous diriez ? C'est la dernière question. Alors ça se résume peut-être dans notre... et dans ce opérateur global de l'habitat, mais c'est surtout mettre l'humain au cœur de la ville. C'est-à-dire que nous, on a cette ambition d'avoir le côté bâti, mais aussi le côté humain. Et c'est pour ça qu'on travaille sur tous les sujets sociétaux, démographiques, environnementaux, pour pouvoir justement proposer des logements qui soient adaptés aux besoins des résidents. Et oui. Merci beaucoup de cet échange qui était vraiment passionnant, qui montre aussi à quel point votre groupe innove et se projette dans l'avenir. Merci à vous qui nous écoutez ou bien qui nous regardez. Continuez à nous suivre pour découvrir d'autres initiatives inspirantes. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.